One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, on va parler de masculinité, de patriarcat, du mouvement féministe et d'actions concrètes pour soutenir la cause féministe. Je vous propose une écoute avec une personnalité engagée, perspicace, à l'écoute d'un monde qui change. Eugène, bienvenue et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse d'échanger avec toi sur ton parcours, tes idées et ton expérience. Pour commencer, je vais te laisser te présenter dans les grandes lignes. Bonjour à toutes et tous, Eugène Plantagenet, je suis TDS depuis 2020. Ça va faire 5 ans. Ce que je faisais avant, en fait, je suis de base musicien et j'aime beaucoup l'idée de mélanger le contenu pour adultes et la musique. Et du coup, j'ai une information exclusive pour le podcast, exclusive pour les TDS. À la rentrée, donc en septembre 2025, il va y avoir un petit jeu concours pour fêter mon anniversaire du TDS. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mes pages et vous pourrez y participer avec grand plaisir. Tout à l'heure, tu disais que ça faisait à peu près 5 ans que tu travaillais dans le TDS, c'est ça ? Est-ce que c'est ton activité principale ? Non, c'est pas mon activité principale. J'ai un métier civil, j'ai un travail civil qui me permet de me nourrir parce que le TDS, comme chacune le sait, c'est un métier un peu précaire et c'est assez difficile de tirer son épingle du jeu. C'est plutôt une forme pour moi d'expression artistique et éventuellement d'un complément de revenu, mais c'est vraiment pas mon activité principale. Est-ce que au quotidien, tu as des valeurs qui transparaissent dans ton métier de créateur de contenu ? J'ai toujours cherché l'alternatif. En fait, j'ai constaté que le schéma phallo-pénétrocentré qu'on nous a toujours imposé au travers le porno, mais aussi les médias vanille, ça m'avait un petit peu donné des injonctions sur une certaine forme de masculinité et que j'avais envie de déconstruire ça. Donc en fait, mon contenu alternatif qui cherche à montrer autre chose. J'ai envie de montrer autre chose. J'ai envie de montrer que on peut faire différemment de tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance. Toi et moi, on a un centre d'intérêt commun qui est la pole dance. Super, trop bien. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as décidé de faire de la pole et comment ça t'est venu ? Et une fois de plus, tu vois, un peu bêtement, je pensais que la pole, c'était vraiment un sport de femmes pour les femmes par les femmes. J'ai toujours trouvé ça très beau parce que ça mélange l'acrobatie, la chorégraphie, puis c'est très beau et puis ça mélange aussi la force parce qu'il faut quand même beaucoup de force pour faire de la pole, notamment acrobatique. Et j'ai une pote qui en fait et qui, comme toutes les poleuses, en met beaucoup sur son Instagram. Et donc, à force d'en parler, c'est elle qui m'a dit « Mais tu sais, c'est aussi pour les garçons, trouve un club par chez toi et puis essaye. » Et donc, j'ai regardé, j'ai trouvé un club qui est littéralement dans ma rue, un studio de pole dans ma rue. J'ai fait un cours et je ne suis plus reparti. Ça fait combien de temps que tu en fais ? 7 ans. Oh, waouh ! Waouh, c'est énorme ! Ouais, oui, mais après il y a aussi des périodes en dents de scie où des fois avec mon travail civil je peux pas y aller et du coup j'ai pas un niveau aussi ouf que j'aimerais. Tu fais des compétitions ? Non, je fais pas de compétition. Je fais juste des démonstrations en sortant de bar avec à mes potes sur des réverbères, mais ça faut pas le faire. Pas le même gabarit. J'ai trouvé que c'était fou en fait que tu fasses aussi cette activité et tout, parce qu'il y a énormément, comme tu l'as dit, de préjugés autour, en fait, où on se dit, en fait, c'est un sport qui est uniquement pour les femmes. Il y a tout un imaginaire des go-go danseuses et tout autour, alors qu'en fait, la pole, c'est vraiment un sport qui réunit de la force. Et t'as beaucoup de gymnastique et tout autour, faut être flexible et tout. Enfin, il y a plein de choses autour qui s'apparentent à un réel sport. D'ailleurs, un sport qui passe de manière internationale. Je sais qu'il y a eu les championnats du monde là de pole dance artistique. Il y a eu dans la catégorie hommes de plus de 40 ans, un champion du monde qui est français. Super. Qui s'appelle Mehdi Habib.
Et ça s'est passé en décembre 2024 là, et en fait il a été nommé champion du monde. Et je me suis dit que c'était quand même une belle référence pour se dire que c'était pas un sport uniquement féminin. Je trouvais que c'était intéressant de partir de ce point-là pour aller par la suite sur tout ce qui est représentation de ce que c'est la masculinité, tu vois, par exemple, et ce que c'est la représentation de la féminité. Là, en l'occurrence, on a ce sport qui est catégorisé féminin, alors que pas du tout. Moi, je sais que quand j'allais à mes cours de pôle, toutes les personnes qui étaient avec moi me disaient j'aimerais tellement qu'il y ait des hommes qui viennent et tout, parce que ouais, c'était cloisonné, quoi. C'était très compliqué d'avoir des hommes. Pour toi, en fait, est-ce qu'il y a une crise de la masculinité? D'un côté, je vois effectivement, notamment, par exemple, les masculinistes qui reviennent en force et qui ont beaucoup d'audimat, notamment auprès des jeunes. Mais peut-être que ça, c'est justement la réponse à une certaine forme de crise, c'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître nos privilèges masculins, de reconnaître le patriarcat, d'écouter les femmes, surtout quand elles dénoncent après MeToo, après Balance ton porc, Paye ta schneck et tout ça, en fait c'est quand même beaucoup plus facile de remettre la faute sur les femmes, de ne pas écouter les femmes et de se noyer dans ses privilèges. Et donc peut-être que le retour des masculinismes, notamment souligné par TikTok, du moins appuyé par TikTok, est une forme de peut-être de crise, mais malheureusement j'ai l'impression que ça prend pas un bon tournant. C'est-à-dire que quand je vois le retour notamment des gens contre l'avortement, j'ai l'impression que en si peu de temps, le travail féministe de 10, 20, 30, 40, voire plus années s'est fait un petit peu balayer en un claquement de doigts. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les masculinités doivent changer. Les hommes doivent faire évoluer leur masculinité. Et est-ce qu'ils le font? Je sais pas. Est-ce qu'ils le font correctement? Je ne sais pas non plus. Donc ouais, c'est une question un petit peu complexe, mais en tout cas, c'est important que les hommes se posent des questions sur leur masculinité, qu'ils prennent conscience de leur masculinité, de leurs privilèges. Pour toi, il y a des atouts à être un homme dans notre société actuelle? Bien sûr. Ah évidemment, évidemment. Quand on est homme et que toute sa vie on se considère en tant qu'homme cisgenre, oui, on part avec beaucoup plus de chances que quelqu'un d'autre. Ça c'est évident. Par la représentation, notamment politique. Par exemple, là on a Emmanuel Macron, mais en tant que président de la République, mais dans la Ve République, ni dans la 4e, ni dans la 3e, ni même jamais, on n'a jamais eu de femmes au pouvoir. Déjà très tôt, on a instauré la loi Salic, ce qui doit être peut-être au XIe siècle, qui exclut les femmes de toute forme de pouvoir de la monarchie française. Sur l'esprit politique, même sur l'esprit entrepreneurial. On parle des grands patrons, et quand il y a une femme qui arrive en tant que PDG, je sais pas moi, je pense à Areva par exemple avec Anne Lauvergeon ou un truc comme ça, du coup on lui met quand même beaucoup de bâtons dans les roues parce que les hommes ne veulent pas être dirigés par une femme. Du coup, est-ce que c'est compliqué de faire un pas de côté quand on est un homme? C'est sûr que c'est plus facile de remettre en question les femmes et d'appuyer dans le patriarcat, puisque du coup le patriarcat c'est quand même l'éducation que nous avons reçue depuis qu'on est toutes et tous enfants. Donc oui, c'est sûr, ça demande un effort de ouvrir les yeux en fait sur la société actuelle. Est-ce que ça demande un effort de se mettre de côté? Ça demande un effort de conscience, oui, c'est sûr. Une fois qu'on a pris conscience de ses privilèges, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on se met des œillères? Ou alors est-ce qu'on fait des efforts pour faire avancer la société vers une meilleure direction? Tu vois, par exemple, sur Instagram, sur TikTok, on a beaucoup Tana, par exemple, qui revient. Mais quand un homme dit Tana, il n'y a pas d'autres hommes qui viennent reprendre l'homme. Alors que pourtant, quand une femme dit j'en ai marre des hommes, qu'elle est misandre ou quoi que ce soit, et là, il y a tout le monde qui arrive pour dire oh, not all men, faut pas faire de généralité. Donc tu vois, c'est un peu le deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'on a les paroles d'un côté et on a l'absence d'actes de l'autre. Et que si les hommes avaient un peu plus conscience des injustices, peut-être qu'ils agiraient un petit peu plus, mais ça demande des efforts, puis ça demande du courage. J'en viens du coup à cette expression qui est arrivée là il n'y a pas très longtemps. En tout cas, moi, ça fait pas très longtemps que je l'entends, moins d'une dizaine d'années, quoi. Le concept d'homme capable. Qu'est-ce que toi tu penses de ce concept d'homme capable? Je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que si homme capable, c'est être un homme qui prend des initiatives, prend sa part de responsabilité dans le foyer,
bah c'est pas une forme de capacité parce qu'en fait c'est censé être normal. Mais après j'ai aussi vu des gens qui disaient que homme capable égale carte bleue ambulante. Alors je sais pas trop s'il y a un consensus sur la définition de homme capable. Être capable de, je sais pas moi, faire le ménage, s'occuper des enfants, faire la cuisine, c'est pas être capable, c'est juste être normal quoi. Si on reprend le mot capable, ce serait pas plutôt se défaire des pouvoirs domestiques, politiques et sociaux qu'ils ont? Ouais, peut-être. Ouais, bien sûr. Ça pourrait être ça, quoi. Ouais, dans ce cas-là, on peut peut-être plutôt parler de conscience, alors d'être conscient, d'homme conscient. Ouais, ou d'homme déconstruit. Ou d'homme déconstruit. Ouais, exactement. Mais bon, après, est-ce qu'on peut être complètement déconstruit? Est-ce qu'une vie d'homme est suffisante pour déconstruire des siècles de patriarcat? Je te pose la question. Bah, je pense qu'il y a un homme qui se dit déconstruit, c'est que soit il n'a pas conscience de l'ampleur du patriarcat sur notre éducation. Moi, je pense qu'on peut se dire en cours de déconstruction, dans la formulation qui me semble être un petit peu plus dans une dynamique de progrès et d'évolution. Alors que déconstruit, c'est arrêté. Je pense pas qu'on puisse être complètement déconstruit. Je pense que même si on se pense déconstruit, la vie va nous rappeler qu'en fait, il y a encore du taf. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que, en fait, moi, quand j'ai été chercher un petit peu tout ce qui tournait autour de l'homme capable, etc., et un peu la racine de tout ça, il y a quand même et qui renvoie aussi au schéma du patriarcat, hein, c'est qu'il y a un peu ce schéma d'homme viril, quoi, de je suis l'homme. Et en fait, qu'est-ce que c'est un homme viril? Si on revient à la source même, testicule, ça vient de testis, hein, donc c'est je témoigne de je suis vraiment un homme. Et il y a cette question de je suis un homme, donc je domine, donc je mets en place ce schéma de patriarcat. Et en fait, la question c'est comment on sort de ce système de hiérarchie. Est-ce que toi, tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as des exemples de comment on pourrait sortir de ce système de hiérarchie? Le patriarcat perdure parce qu'on reproduit nos schémas, on reproduit nos vieux schémas, notamment institués par la famille, la religion aussi, et puis la représentation. Déjà, je pense qu'on pourrait sortir de ce schéma-là en plaçant les femmes à la même hauteur que les hommes. Ça veut dire qu'on promeuve l'art féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'artisanat féminin, le sport féminin. C'est quand même assez étonnant que, par exemple, je sais pas moi, toutes les compétitions de foot, par exemple. Alors, je sais que ça change, hein, mais de manière générale, les compétitions de sport masculines sont bien plus médiatiquement représentées que les compétitions féminines. J'ai eu une discussion comme ça avec un de mes proches et je lui disais, mais en fait, je comprends pas pourquoi le sport féminin, et notamment là, c'était la Coupe du Monde de foot féminine. Je disais, mais je comprends pas pourquoi, en fait, il n'y a pas plus d'effervescence autour du foot féminin. Bon, je suis pas très sportive, hein, c'est pas mon truc non plus, mais voilà. Enfin, tu sens toute cette effervescence quand c'est le foot masculin, et quand c'est le foot féminin, ça redescend un petit peu. Et l'argument de cette personne était de me dire, oui, mais si on doit comparer les capacités des femmes quand elles font du foot et des hommes, le jeu n'est pas le même, le jeu des femmes est en dessous, et c'est pour ça qu'il y a ce manque d'entrain en fait envers le foot féminin. Est-ce que pour toi c'est un argument valable? Moi je savais pas comment me positionner quand il m'a dit ça. Est-ce que c'était purement technique ou est-ce que c'était vraiment une espèce de misogynie un peu cachée? Alors j'aime pas le foot, donc je vais pas parler du foot parce que j'avoue j'en sais rien. Par contre je vais parler du handball qui est un sport que j'aime particulièrement. C'est vrai qu'il y a une différence entre le handball masculin et le handball féminin dans l'approche du jeu. Dans le handball féminin, on a une stratégie vraiment de prise d'intervalle, donc c'est vraiment de la tactique, alors que dans le handball masculin, on va vraiment être dans la force, on fait des tirs de loin, on essaye, on force les passages, et en fait, c'est pas du tout le même jeu. Pour autant, pendant les Jeux Olympiques, les handballeurs ont été éliminés en quart de finale, alors que les handballeuses ont été éliminées en finale. Pour le handball, c'est vrai que c'est différent, mais pour autant, bien, le handball féminin n'est pas moins bien. Moi, par exemple, je préfère regarder le handball féminin que masculin, parce qu'il est beaucoup plus agréable à regarder.
c'est vraiment de la stratégie, c'est vraiment une partie d'échec sur un terrain et l'approche du jeu n'est vraiment pas la même. Pour le foot, je sais pas, en tout cas, pour le handball, quelqu'un qui dit que le handball féminin n'est pas aussi bon que le handball masculin, là, c'est purement de la misogynie. En 2024, on a 90% des entreprises qui sont dirigées par des hommes. On a 90% des États qui sont dirigés par des hommes, comme tu le disais tout à l'heure, pour la France par exemple. En moyenne, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes et touchent 15% de moins que les hommes. 66% des tâches ménagères sont gérées par des femmes. Et pourtant, il y a seulement 40% des hommes au Canada, par exemple, qui se disent féministes. Est-ce que tu te définis comme féministe, pro-féministe ou alliée ? Alors, je ne me détermine pas comme féministe parce que je me fais pas siffler dans la rue. Effectivement, moi, je suis mieux payé que mes collègues. Alors, pas hormis dans le TDS, mais si j'avais dans mon travail civil, par exemple, potentiellement, je suis mieux payé que mes collègues féminines. J'ai pas de chance de me faire assassiner par mon ex-conjointe ou ma conjointe. C'est pas mon combat, pas moi qui subis le patriarcat et la misogynie. Donc, je me définis pas comme féministe. Pro-féministe, je sais qu'il y a quand même beaucoup de connotations un petit peu péjoratives sur l'homme qui se dit plus ou moins féministe, mais juste pour avoir accès, entre guillemets, à plus de femmes ou ce genre de choses. Donc ça me définit pas très bien. Peut-être allié me conviendrait un peu plus, mais après, comme toujours, hein, la parole c'est une chose, mais les actes parlent plus que les mots. Donc, je me définis ni l'un ni les autres. Je laisse chacune faire son propre avis. Tu vois, par exemple, tu parlais des entrepreneurs qui sont majoritairement des hommes. En France, quand le conseil d'administration d'une société anonyme, par exemple, n'a pas un certain pourcentage de femmes, les entreprises sont censées payer des amendes. L'État est censé les pénaliser pour manque de représentativité des femmes dans leur conseil d'administration. Je suis pas sûr que cette loi soit mise en application et quand je vois encore les conseils d'administration des sociétés anonymes qui sont dirigés par des vieux hommes blancs, valides, hétéros, je me dis que quand même il y a encore du travail à faire. Et on l'a vu d'ailleurs notamment pendant le Covid, mais quand les femmes sont au pouvoir, potentiellement ça se passe mieux. Quand on regarde Donald Trump par exemple, là qui fait vraiment un concours de bits, là je me dis que c'est vraiment la crise de la masculinité qui va provoquer peut-être pas la fin du monde, mais peut-être pas non plus une troisième guerre mondiale, mais vraiment des problèmes dans le monde pour tout pays confondu. Quelle définition toi tu donnerais du féminisme ? Pour moi, le féminisme en tant qu'homme, c'est de tirer les femmes vers le haut pour qu'elles atteignent le même niveau que les hommes. C'est vraiment cet esprit de tirer les femmes vers le haut. Est-ce que il faut en tant qu'homme rester silencieux, se taire et écouter? C'est une phrase qui est beaucoup ressortie. Je l'ai beaucoup entendue quand j'ai fait mes recherches. C'est se taire et écouter. Est-ce que pour toi, c'est une chose qu'il faut faire quand on veut soutenir le mouvement féministe? C'est en tant qu'homme se taire et écouter? Effectivement, ça j'ai beaucoup entendu. J'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou pas, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que quand on a sur TikTok des influenceurs masculinistes qui prennent une parole et qui influent une parole, notamment auprès des jeunes, très toxique, très nocive, si les hommes ne répondent pas avec une sorte de contre-influence masculiniste, entre guillemets, où en fait on va avoir une polarisation du débat. Ça veut dire que d'un côté on a les hommes qui vont se retrouver dans des discours masculinistes et les femmes qui vont être un peu plus féministes. Les hommes vont se dire « Ah moi je suis un homme, du coup je vais devenir masculiniste ». Alors que si jamais il y a des hommes qui prennent la parole sur le féminisme, qui utilisent leurs privilèges, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en tant qu'homme, on est beaucoup plus écouté que les femmes. C'est-à-dire que les hommes n'écoutent pas les femmes, n'écoutent encore moins les féministes. Et malheureusement, quand ils écoutent un homme parler du féminisme, potentiellement, ils peuvent être un petit peu plus facilement convaincus. Oui, effectivement, on utilise notre privilège masculin. Est-ce que c'est... je sais pas. Je pense que les hommes qui restent silencieux, c'est un peu une bombe à retardement. Ça, c'est vraiment la polarisation homme-femme. Et puis, s'il y a pas d'autres hommes pour contrer les masculinistes, ça veut dire que d'office ils ont gagné. Bon, j'ai été assistée à quelques événements féministes et souvent
ce qui apparaît, c'est en non-mixité. La mixité est choisie, etc. Si jamais on inversait les rôles, si on mettait des réunions en non-mixité et qu'il n'y ait que des hommes, comment nous, en tant que femmes, on l'aurait perçu? Et ça, en fait, c'était avant que j'aille chercher l'historique de pourquoi il y avait des non-mixités, tu vois, sur certaines thématiques, certaines conférences, etc. C'était que, en fait, toute notre vie, en tant que femme, on vit comme ça, c'est-à-dire qu'on est exclu de beaucoup de choses de fait, des fois sans même s'en rendre compte. Dans certains lieux, on n'ira pas parce qu'on est des femmes, et de nous-mêmes, on n'y va pas parce qu'on se sent en insécurité. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. L'espace public, à partir d'une certaine heure, tu croises plus d'hommes que de femmes. Tout dépend de l'endroit où tu vis, hein, mais c'est des choses à prendre en compte. Et en fait, en allant chercher l'historique un petit peu de tout ça, je me suis dit, ah oui, pour moi, en tout cas, ça prenait sens de se dire qu'il y avait des endroits où, à certains moments, les femmes, elles avaient besoin d'être, en tout cas, les personnes qui se définissent en tant que femmes, avaient besoin d'être juste ensemble et qu'il n'y ait pas d'hommes. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais des réunions féministes en non-mixité, mais seulement avec des hommes? Bah, comme tu l'as dit, en fait, les femmes sont de facto exclues de la société. Via le sport, via l'entrepreneuriat, la présidence de la République. Alors ça change un petit peu à l'Assemblée nationale, mais pendant très longtemps, le Sénat à l'Assemblée nationale, c'était quand même essentiellement masculin. Donc oui, en fait, le patriarcat exclut les femmes de la société. Je trouve ça terrible d'en arriver là. Mais en même temps, si ça permet de faire prendre conscience à certains, pourquoi pas. Et je vais prendre un autre exemple, c'est par exemple, alors donc là, tu parlais de réunions féministes. Alors déjà sur les réunions féministes, oui, les hommes, ce ne sont pas, c'est pas le combat des hommes. Le féminisme n'est pas le combat des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui subissent la misogynie. Pour moi, je comprends très très bien que une réunion en non-mixité choisie. Sur le féminisme se crée et existe. Je ne sais pas si tu as vu récemment, mais il y a eu donc un attentat masculiniste sur une bringue. Donc la bringue, en fait, c'est une association qui organise des fêtes en non-mixité. Et donc il y a des hommes qui sont allés envoyer des mortiers, je crois, comme sur les commissariats, mais là en l'occurrence sur les femmes. Et ça c'est quand même vraiment terrible que déjà les femmes en arrivent à faire des soirées en non-mixité. Faut vraiment que les hommes se posent des questions, et alors qu'on soit capable d'envoyer des feux d'artifice sur des femmes qui ont choisi de sortir pour s'amuser, c'est inconcevable, c'est effrayant, c'est effarant. Toute ma solidarité et mon soutien aux bringueuses et aux femmes qui décident de faire la fête, de s'amuser librement sans être importunées par les hommes. Et il faut vraiment que les hommes se posent des questions et fassent évoluer leur masculinité. On en revient toujours au même débat, il faut qu'ils se posent des questions. Mais comme c'est toujours plus facile de remettre la faute et de remettre en question la parole des femmes, du coup ça avance pas trop, quoi. Est-ce que toi, tu as déjà été dans des réunions féministes qui ne réunissaient que des hommes? J'ai jamais été à une réunion féministe. Mais je suis pas sûr ça existe des réunions féministes pour hommes. Alors ça existe, ça vient des États-Unis, étonnant. Mankind Project. Et en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui propose des stages de formation et ça vise principalement à aider les hommes à accepter leurs émotions. Et l'organisation elle a été créée en 1984, donc elle remonte quand même. C'est une organisation qui a émergé un petit peu en France. Dernièrement, j'ai écouté un reportage là-dessus et tout. Et en fait, je savais pas si je devais pleurer ou rire parce qu'on n'abordait pas du tout les notions de féminisme. Mais on abordait plutôt l'homme qui se plaint, l'homme qui se plaint de ne pas trouver sa place. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une totale dérive. Enfin, là, on n'aborde pas du tout des sujets qui pourraient aider à ce que les hommes et les femmes vivent ensemble, quoi. Là, on est sur des thématiques complètement différentes parce que je me suis demandé quels étaient les risques, en fait, tu vois, de ce type d'organisme. Notamment penser la masculinité, etc. Et peut-être aller vers du masculinisme plus que du féminisme, quoi. Oui, absolument. Alors c'est intéressant, c'est très bien que les hommes se posent des questions sur leur masculinité et puis sur la gestion de leurs émotions, mais du coup je vois pas le lien avec le féminisme. Ça fait un peu féminisme de façade, tu vois. On utilise ce mot pour pouvoir derrière créer un peu sa propre voix. Si les hommes prennent conscience qu'ils doivent prendre leur part de responsabilité dans la gestion du foyer, ok, mais je suis pantois, je vais aller regarder ce que c'est.
Est-ce que pour toi, les hommes, ils ont des choses à apprendre de la cause féministe? Évidemment, les hommes doivent prendre conscience du privilège, par exemple, de ne pas être harcelés dans la rue, de ne pas se faire tuer par leur conjoint ou ex-conjoint. Des inégalités qui pénalisent les femmes dans notre société actuelle. Oui, bien sûr. Et il faut que les hommes apprennent des femmes et du féminisme. Est-ce qu'ils ont des choses à apprendre pour eux-mêmes en tant que personnes individuelles? Peut-être, je sais pas, peut-être de revoir leur masculinité. Peut-être que le féminisme va leur permettre de faire évoluer leur masculinité, justement. On construit notre masculinité de jour en jour et l'homme que nous sommes, que nous étions hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui et encore moins l'homme de demain. Donc, je pense que le féminisme permet, les femmes permettent une ouverture d'esprit aux hommes et via le féminisme, et que oui, les hommes ont à apprendre du féminisme pour faire évoluer leur propre masculinité. Est-ce que c'est ton cas? Bien sûr, oui, bien sûr. Ne serait-ce que MeToo. MeToo, ça a été une grande claque pour tout le monde de savoir que, en fait, toutes les femmes de notre entourage ont vécu des agressions, du harcèlement, ou pire encore. Et encore avant ça, c'était le blog Payta Schneck. Quand Payta Schneck est arrivé, j'avais peut-être 18 ans. Bon, quand j'étais jeune, j'étais un peu bête, j'étais un petit peu masculiniste, même si à l'époque ça n'existait pas. Quand j'ai lu Payta Schneck, j'ai lu ah oui, mais ça c'est à Paris, ça. Moi je viens de l'ouest de la France, d'un petit village, et du coup je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis donc je vois les posts défiler et c'est la douche froide. C'est là je me suis dit ah mais ça arrive dans ma ville, mais en fait c'est pas que pour les autres, ça veut dire que c'est pas que dans les grandes villes, c'est généralisé à un peu tout, et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et donc le fait que les femmes aient pris la parole, aient dénoncé des agressions qu'elles ont subies et qu'elles subissent, oui là du coup j'ai pris conscience du problème. Et une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on se met des œillères? Ou alors est-ce qu'on essaie de faire changer les choses? Est-ce que tu dirais que tu as eu une éducation dite féministe? Non, pas du tout. Tout au contraire. J'ai eu une éducation à l'ancienne, très patriarcale, très très verticale. Le père, le chef de famille, vraiment vraiment à l'ancienne. Et c'est là où je suis assez content, c'est que du coup j'ai eu un anti-modèle et qui m'a permis de construire ma masculinité comme j'en avais envie et du coup de sortir du schéma et de ne pas reproduire le schéma classique, patriarcal, hétéro-normé. C'est d'ailleurs justement pour ça que je fais du TDS actuellement, c'est que j'avais justement envie de montrer autre chose, de montrer le plaisir. Vu qu'actuellement, du moins quand j'ai commencé, le porno était vraiment pénétro-phallocentré, c'était du porno par les hommes pour les hommes. Si on parle de parité homme-femme, il faut aussi qu'il y ait du contenu qui plaise un petit peu plus aux femmes, qui mettent par exemple, je sais pas moi, en lumière les plaisirs féminins, le clitoris, qu'on remette le clitoris au milieu du porno. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en faisant des G-Love Instructions. Donc c'est les Joy, tout le monde connaît les Joy pour Jerk Off Instructions, donc c'est des instructions pour un pénis. Et moi du coup je prends une flashlight et puis je donne des instructions de masturbation sur un clitoris. Oui, mais j'allais justement te poser la question, en fait, quelles étaient les actions concrètes que tu avais mises en place dans ta création de contenu, justement pour continuer cet engagement envers la cause féministe? Tu viens d'y répondre. En partie, oui, oui, c'est vrai. Déjà le fait qu'on ne voit pas le plaisir de la femme, le fait qu'on voit très souvent quand même que des gros plans sur une pénétration ou une fellation bien baveuse, tout ça. C'est très bien que ça plaise à certains, mais je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Et auquel cas, il faut qu'on puisse faire du contenu pour tout le monde et que chacun puisse s'y retrouver. C'est quand même ça le principal. J'ai commencé à faire des G-Off Instructions. Je fais du contenu un peu clitocentré, j'essaye de remettre le clitoris plutôt au centre plutôt que mon pénis par exemple. J'essaye de faire des POV pour que la personne qui regarde puisse être directement se mettre dans la peau de la collègue par exemple ou ce genre de choses. Et d'ailleurs là je suis en train de travailler sur un projet qui est un peu compliqué mais qui est super intéressant, de vidéos en 360 degrés en POV féminin avec une synchronisation de jouets connectés sur la vidéo.
En gros, que la vidéo envoie des informations de vibration au jouet en fonction du timecode sur une vidéo en 360 degrés pour avoir une expérience immersive. C'est super intéressant, mais les marques sont pas très friandes à donner, à donner accès ouais, c'est ça, aux paramètres de vibration, et du coup, je galère un petit peu encore, mais je ne perds pas espoir. Là, c'est cool comme projet, ça. Ouais, c'est chouette, et puis c'est novateur en fait. C'est autant des vidéos en 360 degrés, on en voit plein. Alors on voit beaucoup de fellation, on voit beaucoup de pénétration peut-être, mais on voit jamais l'inverse, on voit jamais des cunnilingus par exemple. Alors que potentiellement seulement 6% des femmes peuvent jouir avec une pénétration seule. C'est quand même pas beaucoup. Donc du coup, si c'est pas la pénétration qui fait jouir les femmes, et si on cherche plutôt l'orgasme, du coup autant peut-être chercher par d'autres méthodes et montrer autre chose, montrer qu'on peut donner du plaisir à quelqu'un autrement que par la pénétration. Lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu faisais, etc., j'ai été surprise parce qu'il faut se dire que dans l'univers des contenus de création pour adultes, c'est compliqué de trouver des hommes, qui se définissent en tant que tels en tout cas, qui soient un peu engagés sur le plaisir féminin. Et je suis allée regarder ce que tu as fait sur Pornhub et tout. Parce que c'était important aussi pour moi de savoir de quoi j'allais parler, quoi. Et puis, je t'ai vu aussi avec des collègues que j'apprécie parce qu'elles font leur engagement, etc., notamment Maîtresse Catin. Donc, j'ai été regarder ce que tu fais et tu partais dans beaucoup de directions différentes, mais il y avait toujours le même objectif, c'était derrière de soutenir la cause féministe et aussi de travailler autour du plaisir féminin. Je sais que tu as reversé 1 euro de tes plateformes à la Maison des Femmes, par exemple. Je sais que tu as créé un autocollant autour du body count, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Tu as créé un vlog féministe à New York et sûrement d'autres choses dont je ne suis pas au courant et que je vais te laisser m'expliquer. Mais ouais, j'ai trouvé que pour moi, c'était un engagement concret, quoi. C'était pas juste du féminisme de façade, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment quelque chose qui rentrait dans le concret à travers la création de contenu. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir regardé mon contenu, ça me touche beaucoup, c'est adorable. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'homme, je comprends très bien ce que tu dis de te protéger, parce que des hommes qui font du mal dans le milieu, alors déjà aux femmes en général, mais alors dans le milieu encore plus, il y en a tellement à foison. Quand on est TDS masculin, c'est vrai qu'on nous regarde déjà un petit peu d'un mauvais œil, parce que potentiellement on est là juste pour niquer, pour parler franchement, sans avoir d'objectif derrière, de but à atteindre. Oui, alors du coup, je reviens juste sur l'association. En fait, j'avais fait une petite offre promotionnelle entre guillemets, où en fait du 1er janvier 25 au 31 mars 2025 pour chaque abonnement sur mes plateformes, donc Mime et OnlyFans, je reversais 1 euro à une association féministe qui est la Maison des Femmes, qui est une association qui s'occupe qui propose des parcours de soins aux femmes qui ont subi des violences, notamment familiales. Mais c'est également un centre où on peut avorter si on en a besoin. C'est vraiment une association qui a pour but de réparer les femmes, entre guillemets. Et oui, alors du coup, pour les vlogs, en fait, je suis parti en vacances à New York l'été dernier, en juillet 24. J'avais des amis qui travaillaient là-bas et qui m'ont hébergé. Donc à la base, j'avais pas prévu de faire du contenu. J'avais prévu de faire des vacances, de me couper de tout. Et en fait, ça rejoint un petit peu le matrimoine. Tu sais, on parle beaucoup du patrimoine. Mais comme toujours, on exclut les femmes de tout ce qu'elles ont pu faire. Et donc là, je me suis dit, mais si les vlogs, ça devient de plus en plus à la mode, pourquoi pas faire un truc un peu utile qui met en avant les femmes, puisque l'histoire oublie les femmes, puisque l'histoire met de côté volontairement les femmes, pourquoi pas leur rendre hommage au travers d'un vlog. J'ai fait un petit vlog sur mes vacances des femmes puissantes qui ont fait New York et qui font New York et qui feront sûrement New York. Tu me diras les chiffres actuels, mais c'est quand même du contenu qui est consommé pour le coup. Là, actuellement, elle est à 2400 vues.
c'est pas énorme non plus. Bah, tu vois, par exemple, j'ai fait un vlog aussi sur Angers. Bon, lui qui est sorti il y a un mois, il est à 600 vues. Enfin, oui, c'est regardé, mais c'est pas autant regardé que je l'aimerais. En 2018 ou 2017, peut-être, seulement un tiers des recherches porno étaient faites par des femmes. Donc, c'est là où, en fait, est née mon idée de faire du contenu qui convienne peut-être un petit peu plus à un public féminin. Ou en tout cas qui veut regarder autre chose que du contenu pénétro-phallocentré. Donc ouais, je sais pas, il y a encore beaucoup de freins. Et puis après, il y a quand même, on va pas se cacher, il y a encore beaucoup de pression sur la femme à se masturber, à regarder du porno, à se faire plaisir. Il y a quand même un slut-shaming ambiant en France qui est quand même vraiment encore fort. Si les gens veulent pas forcément faire du contenu clitocentré, c'est parce que les gens savent qu'il n'y a pas beaucoup d'audimat. Bah, ce qui rapporte de l'argent, c'est plutôt le truc classique pénétro-phallocentré, et vas-y que je t'envoie de la péné, et vas-y que je t'envoie de l'anal, et vas-y que je te mets de la fella, ce genre de choses, et avec les gros échecs, tout ça. Alors, enfin, ça marche encore, quoi. Mais du coup, ça convient peut-être à un public masculin, justement. Donc, si jamais on continue comme ça, bah, en fait, c'est le serpent qui va se mordre la queue, on fera jamais bouger les choses. Si on commence à faire du contenu, si on commence à populariser le contenu plutôt clitocentré, bah, peut-être qu'on va faire un peu bouger les lignes d'audimat. Il faut bien que des gens s'y mettent, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent, qui font notamment des GIF Instructions ou qui font autre chose. Bah, je pense notamment à Carmina, avec Carré Rose Film, qui fait beaucoup de choses, un travail vraiment remarquable. Ça fait bouger les choses, ça fait changer un petit peu le schéma un peu classique. Donc ça prend du temps, mais je suis confiant sur l'avenir. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de diversité dans le porno, on va avoir un peu autre chose et que les vieux schémas ne vont plus être ce que les gens ne regardent, quoi. Que les gens vont s'ouvrir et voir autre chose. Tu as fait un autocollant aussi qui s'appelle Body Count. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de créer cet autocollant. Pour préciser, c'est un autocollant sur lequel c'est marqué, il est marqué « Quand on aime, on ne body count pas ». Alors en fait, j'ai fait une vidéo contre le body count en novembre 2024. Et j'ai pris une sauce énorme, notamment, du coup, donc les masculinistes se sont bien foutus de ma gueule. Il y a même un vidéaste d'extrême droite qui a repartagé ma vidéo sur ses réseaux. Bon, en gros, j'ai subi un cyberharcèlement de mi-décembre 24 jusqu'à à peu près mi-janvier, un peu avant mi-janvier 25. Où c'était une période un peu compliquée, je vais pas te cacher, j'étais censé être en vacances et me reposer. Bon bah du coup, ça m'a vraiment pris beaucoup de charge mentale d'aller répondre aux mascus et tout ça qui m'ont un peu cassé les pieds. Et donc du coup, j'ai reçu notamment des menaces d'agression, les gens qui allaient me retrouver pour me péter la gueule, les gens qui voulaient me tuer, donc les menaces de mort. J'ai même reçu une menace de viol, tu vois, c'est pour dire. Au lieu de leur répondre individuellement, je vais leur faire un grand fuck et je vais demander un petit peu d'aide. Donc j'ai fait des stickers autocollants, des stickers quand on aime, on ne body count pas, et je les colle un peu partout en France. Et donc du coup j'ai une carte qui répertorie là où sont placés les autocollants, et c'est une façon de dire bah tu vois, toi t'es venu dans mes DM pour m'agresser, moi je vais te mettre un truc sous tes yeux juste devant toi. C'est une réponse en fait à du cyberharcèlement que j'ai reçu. C'est un peu une vengeance. Une bonne vengeance, non? Body count, on n'en parlait pas. On en parle aujourd'hui parce que on a les masculinistes qui arrivent en force sur TikTok et que le slut-shaming 2.0 n'a jamais autant décomplexé. Et le problème, c'est que maintenant, ça interagit dans la vie IRL et que en fait, les hommes dans les dates, dans le premier date, qui demandent les body count, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment on en arrive là? Et en plus, ce qui me chafouine le plus, c'est que les hommes ne comprennent pas pourquoi les femmes deviennent misandres. Les femmes ne peuvent plus accepter, je veux dire, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, et les hommes doivent faire évoluer leur masculinité. Et ça, ils ne se posent pas de questions. C'est pour ça, on en revient toujours au même, il faut que les hommes fassent évoluer leur masculinité. C'est le problème des réseaux actuels, en tout cas de comment on l'utilise. Pas des réseaux, mais de comment on utilise les réseaux actuellement. C'est que, en fait, ça a toujours été valorisé, tu vois, le fait que les hommes aient plus de conquêtes que les femmes. Sauf que c'était pas aussi mis en avant. Et là, les réseaux, ça permet ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. Par expérience, moi, j'ai jamais aucun homme qui m'a demandé combien de relations sexuelles j'avais eues. À l'inverse, moi, j'aimais bien leur demander à eux combien ils en avaient eu.
Et souvent, en fait, c'était pas sous le prétexte de bon, bah, si tu as eu tant de partenaires, on va pas coucher ensemble. Tu vois, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de se dire, bah, tu as plus d'expérience que moi, peut-être que tu vas me faire découvrir plus de choses. En fait, voilà, c'était sous cet angle-là. En tout cas, moi, je le prenais sous cet angle-là. Et là, c'est vrai qu'on est sur du slut shaming. En fait, bah, attends, tu as eu tant de partenaires, donc ça veut dire que non, t'es plus une personne digne, en fait, pour que je puisse avoir une relation sexuelle avec toi. Enfin, il y a tous ces trucs-là derrière aussi horribles, je trouve. Et oui, avant, il y avait ce questionnement, mais il n'était pas aussi valorisé, quoi, je trouve. C'était pas la priorité quand tu rencontrais une personne. Et maintenant, bah, tu l'entends dans des podcasts et c'est valorisé, quoi. Ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, c'est pas la première chose, tu vois, que tu poses. C'est pas la première question que tu poses, quoi. C'est ma façon de penser, encore une fois, hein, mais tu vois, quand tu croises des acteurs porno et que tu leur demandes alors, c'est quoi ton body count? Mais en fait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. En tout cas, moi, je m'en fous, quoi. C'est pas la question en priorité qui va venir dans ma tête quand je croise une personne. Donc, ouais, je crois que c'est un petit peu le fléau de l'utilisation des réseaux actuellement. C'est intrusif, quoi, en fait. Moi, je trouve ça hyper intrusif. Oui, complètement. Complètement. En fait, les réseaux sociaux, ça reprend aujourd'hui les codes du patriarcat et de la misogynie, tu vois. Bah, donc le body count qui est arrivé sur notamment TikTok, mais aussi sur Instagram et sur YouTube, par d'autres influenceurs masculinistes, bah, en fait, c'est du slut shaming. Mais regarde, Abrège Frères. Abrège Frères, c'est juste du man-interrupting. On coupe la parole aux femmes, on veut pas écouter ce qu'elle a à dire, alors que pourtant, elle dénonce des comportements, par exemple, qu'il faut. Enfin, là, je suis quand même désolé, mais là, je comprends pas qu'Abrège Frères n'ait pas eu conscience quand il a abrégé Lila Bobon, qui dénonce l'agression sexuelle qu'elle a subie. Je comprends pas qu'à aucun moment il se soit dit, bah non, là, ça dépasse ma morale, donc je garde le silence et je la laisse dénoncer ce qu'elle a dénoncé. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est où on place le curseur de la morale, là. Mais tout est là. C'est ça. On n'a pas tous la même morale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton engagement autour du contenu pour adultes? Ton engagement féministe? Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à aller dans cette direction-là, et aller travailler sur des prods classiques, comme j'en parle de Jackie et Michel. Bon, ça c'est hors de question, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien travailler sur une prod éventuellement féministe, avec des réalisatrices qui ont envie de montrer d'un œil nouveau le porno. Ça, j'aimerais bien. En ce moment, je suis en train de... tu sais, je parle beaucoup des privilèges masculins. Il y a un site qui a répertorié 121 privilèges masculins. Et du coup, j'en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux. Je relais le travail qui a été fait par les féministes à ce moment-là. J'essaie de le faire comprendre aux autres hommes qui prennent conscience un petit peu de leurs privilèges. C'est un combat de longue haleine qui est assez intéressant. Et après, j'ai d'autres projets aussi qui vont arriver, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mes pages, et puis il y aura un petit jeu concours à la rentrée en septembre 25 qui sera chouette. Il y aura plein de choses à gagner. Il y aura un jouet connecté, il y aura des livres, il y aura évidemment des abonnements à des plateformes, et puis il y aura des cams. Je fais des cam shows personnalisés. Tu as des contrôles de jouets par exemple, ou donc les GILOF instructions personnalisées, ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses cool qui vont arriver d'ici l'été 25 et encore plus après. Et puis surtout, je voulais te remercier d'avoir pris le temps, de m'avoir donné la parole, d'être allé voir mon contenu. C'est quand même assez chouette. Parce que comme on le disait, quand on est un homme qui se lance dans le porno, effectivement, on part un petit peu avec un boulet au pied à cause de tous les autres hommes qui ont fait des dingueries auparavant. Et du coup, merci beaucoup de t'être intéressé à mon travail, d'avoir regardé mon travail, d'avoir pris le temps de regarder mon travail, et puis de m'avoir donné la parole. On espère que je ne serai pas la seule à aller regarder ton travail quand même. Donc il y a plein d'autres personnes qui sont parties regarder ton travail. Donc on remercie ces personnes-là aussi. Je pense que c'est elles qui te donnent de la force. Complètement. C'est important, je trouve, dans ce milieu-là, d'être entouré des bonnes personnes. C'est sûr que là, si ça fait 5 ans que je suis TDS, oui, c'est grâce aux gens qui me regardent, qui me donnent de la force et qui me soutiennent. Ça, c'est évident, ouais. Donc, merci à ces personnes. Alors, avant de conclure, on va passer à la dernière partie, qui s'appelle l'instant photo.
Je vais te présenter différentes photos qui sont en lien avec le thème qu'on a abordé. L'idée, c'est que tu réagisses à chaud dessus. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, c'est ce que tu souhaites. Alors, la première image... Bon, donc je vois le symbole des femmes, que je sais pas comment il s'appelle ce symbole, avec le point de la rage dedans. Donc le symbole féminin, donc le rond avec la croix en dessous. Oui, ça m'évoque une forme de résistance. Le point, c'est le point de la Révolution qui a notamment été repris par des révolutionnaires, je pense, sud-américains, je pense. Donc ça évoque une sorte de révolte, de révolution féminine et donc féministe. Je pense que ça peut être un signe de ralliement pour les femmes. De se reconnaître en tant que femmes féministes et de faire entendre leurs droits, de mêler le combat avec les avancées sociales pour les femmes. On passe à la seconde. Celle-ci. Andrew Tate, The Amazing Life of Andrew Tate. Alors donc ça, je pense que c'est la première de couverture d'un livre de Andrew Tate. Donc Andrew Tate qui est un influenceur masculiniste, qui d'ailleurs, cela dit, je crois qu'il a été condamné par la justice et qu'il va faire de la prison, il me semble avoir entendu ça. Il a été, je crois qu'il a été arrêté en Roumanie. Il me semble que le gars est anglais, à vérifier. Il a été notamment condamné pour esclavage, je crois, et trafic d'êtres humains. Bon, bah lui, c'est très clairement une menace pour les femmes et pour la masculinité. Ensuite, celle-là. Oh oh, Math, la déesse égyptienne de la légalité et de la justice. Donc là, je pense que tu as bien vu mon contenu parce qu'elle m'accompagne de manière permanente sur le bras. Bien joué, bravo de l'avoir reconnu. Allez, on en a encore deux autres. Abrèche sœur, ah bah tiens, c'est marrant, on parlait d'Abrèche frère. Abrèche sœur, je lui apporte tout mon soutien. Alors elle, je n'ose même pas imaginer le pressing et le cyberharcèlement qu'elle doit se recevoir. Tout mon soutien à Abrèche sœur, tout mon soutien à toutes les féministes. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage de s'afficher de la sorte. Donc après, elle est aussi TDS, elle est modèle photo et donc elle mélange modèle photo et lutte féministe. Donc je pense qu'elle en prend énormément dans la tronche. Donc tout mon soutien à Abrèche sœur. Et enfin, on termine avec celle-là. Dignité. C'est vrai qu'on nous questionne souvent sur notre dignité, comme si notre métier n'était pas digne, alors que c'est un métier comme un autre et que, je sais pas, pour moi, c'est peut-être plus indigne d'être trader ou je sais pas moi policier par exemple ou je sais pas, c'est le concept de dignité est quand même très subjectif en fait. C'est juste que quand quand les femmes décident de monétiser leur corps et d'en obtenir tous les gains et que ça ne passe pas par les mains d'un homme, du coup forcément on se shame, on dit qu'elles n'ont pas de dignité, qu'elles n'ont pas de dignité. On leur rabâche aussi souvent papa doit être fier ou ce genre de choses. C'est étonnant ça, parce que du coup quand une femme est adulte, on la rabat encore sur son père, comme si son père avait quelque chose à dire sur les choix de sa fille. C'est un truc qui n'apparaît pas sur les autres métiers, mais comme quoi notre métier de TDS dérange les hommes, et alors que pourtant ce sont en grande partie nos clients. C'est ça qui est assez intéressant. Je pense qu'on est digne en tant que TDS et que ce mot n'a pas sa place dans notre environnement. J'ai envie de dire qu'il faut pas perdre espoir. J'ai envie de dire que peut-être que le féminisme, ça prend du temps, que oui, effectivement, c'est compliqué parce qu'on se prend beaucoup de haine, mais qu'avec le temps, les hommes vont finir par évoluer, faire évoluer leur masculinité, être différents, des hommes meilleurs, et j'ai bon espoir qu'ils changent pour le meilleur. Donc j'ai envie de dire aux femmes, aux féministes de ne pas perdre espoir.